Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 77 réformes et 299 projets, dont 160 prioritaires déjà en cours, 45 projets et phares et 94 projets prioritaires nouveaux. C'est le contenu sommaire du programme d'action du gouvernement évalué à 9 039 milliards de francs CFA. Un document ambitieux à travers lequel le gouvernement du président Patrice Talon entend en l'espace d'un quinquennat mener des actions et réformes audacieuses pour relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Mais ce programme d'action suscite depuis son adoption non seulement assez de curiosité, mais aussi des interrogations auxquelles nous allons essayer d'apporter des explications avec nos débatteurs présents sur ce plateau. D'abord avec Jacques Bokor. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Journaliste, vous êtes rédacteur en chef du quotidien béninois Matin Libre. On en parle également avec vous, Marcel Zoumenou. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, La Nouvelle Tribune. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. 7 mois après son avènement, le gouvernement de Patrice Talon a adopté son programme d'action. Jacques Bokor, ce document a-t-il, selon vous, comblé les attentes? Merci Emmanuel. D'abord, il faut dire que c'était bien attendu ce document. Finalement, on l'a. Même si dans un premier temps, on avait une première version que le gouvernement a dit que ce n'était pas la bonne. Ce qui est sûr depuis le 26, comme vous l'avez dit, le document existe. Mais lorsque je parcours, en tout cas pour ce que j'ai vu, relayé par les journaux, ça me laisse un goût d'inachevé lorsque je le compare un peu, parce qu'il faut comparer deux choses comparables, et surtout ce qui est bien, ce qu'on peut citer en modèle. Lorsque je compare ce document au programme d'action du gouvernement de Mathieu Kérékou II, ça me laisse un goût d'inachevé. Voilà. Marcel Zoumenou, vous avez certainement été en contact de ce document, le programme d'action du gouvernement Talon. Comment vous l'appréciez? D'abord, je dois dire, premièrement, que ça a été difficile d'avoir accès au document, puisque la vraie version n'était pas accessible à tout le monde. Et donc, ce n'est que hier, moi personnellement, ce n'est qu'hier que j'ai eu la vraie version. Il y a une version qui a circulé et après le gouvernement. Donc, de façon, le contexte, c'est qu'il y a d'abord un problème de communication autour du programme. C'est-à-dire que jusque-là, on a dit le gouvernement a sorti son programme, mais la vulgarisation pose problème. Deuxième chose, je note que ce programme n'est venu que 6 mois ou 7 mois après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Or, je me rappelle que le 6 avril à Porto-Novo, le président disait qu'il était déjà prêt pour commencer le travail. Et ça pose un problème. Au point où je me demande, pendant les 6 mois, sur quelle base ils ont fonctionné, sur la base de quels documents ils ont fonctionné. Ça veut dire que c'est un peu comme une navigation à vue. Mais pour le fond du document, et Jacques l'a dit, il y a quelques aspects sur lesquels on pourra revenir dans le débat. Alors, il est reproché à ce document un manque de détails
de précision par rapport aux différents projets annoncés, ce qui ne pourrait pas permettre, par exemple, à la population ou aux acteurs politiques d'apprécier ou d'évaluer les actions du gouvernement dans le temps. Par exemple, lorsqu'on parle de 299 projets, dont 160 prioritaires, le document ne permet pas forcément de savoir de quel projet il s'agit, le coût de chaque projet, ni quelle échéance le gouvernement entend les mettre à exécution, par exemple, Jacques Bocor. Évidemment, vous avez fait le bon diagnostic que tout Béninois pourrait faire. Hein. C'est ce que moi-même j'ai fait à mon niveau, parce que si je comparais ce document il y a quelques secondes au programme d'action du gouvernement de Mathieu Kérékou 2, il y a une grande différence, et la différence c'est ce que vous venez de ressortir. On n'arrive pas à situer le document dans le temps. Oui, vous avez dit que vous avez 299 projets, mais on n'arrive pas à voir de façon concrète quels sont ces projets et comment le gouvernement entend les réaliser, c'est-à-dire sur quelle échéance. C'est ce qui manque fondamentalement au document. Je crois qu'on ira dans les détails par rapport aux axes stratégiques définis, aux actions à mener. Voilà. Martial Jumeno, certains préfèrent d'ailleurs parler de projet de société bis par un programme d'action. Ils préfèrent parler de projet de société bis plutôt que de programme d'action, car le document manque d'apporter un certain nombre de précisions, comme on vient de le dire. Oui, je vais répéter presque ce que vous avez dit. Moi-même, j'ai noté que pour ce que j'ai vu, c'est une élaboration des grandes idées. Mais un programme d'un gouvernement doit aller au-delà de ça. On doit avoir, comme vous venez de le dire, un échéancier précis de chaque activité, de chaque projet, et les coûts de chaque projet. Bon, ce que nous avons vu, ce n'est que on a juste cité les grands objectifs à atteindre avec un raisonnement purement littéraire, et ça donne l'impression que le travail n'a pas fini. Sauf si, parce que comme on est habitué avec ce gouvernement, sauf si jusque-là, on n'a pas encore la vraie version, parce qu'il faut toujours dire que chaque fois, la version dit toujours que la vraie version n'est pas encore prête. Et comme le gouvernement n'a pas encore lancé officiellement ce programme, on peut dire les choses dans la réserve nécessaire en disant peut-être qu'ils n'ont pas encore fini. Est-ce qu'on peut le dire parce que le directeur de la communication du gouvernement est monté sur une radio de la place, il a défendu ce projet que nous avons, Jacques Bocor. Tout à fait. Et puis, les journaux ne peuvent pas publier ce document tant en tout cas, s'il n'y a pas eu de source. Et je suis sûr que c'est parti de quelque part, puisque la première version a été contestée. Je ne sais pas, en tout cas, jusqu'à ce que je ne quitte la maison, je n'ai pas encore entendu de version officielle contestant cette vraie version du document qui existerait. Et comme Marcel l'a dit, nous connaissons un peu le mode de fonctionnement du gouvernement. Peut-être que suite aux critiques que nous allons émettre ici, suite aux critiques dans l'opinion, on va essayer encore de se rattraper. Mais je suis en train de comprendre que peut-être il y aura sinon un lancement officiel du document, peut-être par certains membres du gouvernement. C'est sûr, on va y assister. Et peut-être des clarifications nous seront apportées. Mais pour l'existant, c'est vrai que dans le document, on a dit que ça a tenu compte du projet de société du candidat Patrice Talon. On a fait un tour, sinon qu'on a pris en compte les objectifs les objectifs du développement durable. On a également pris en compte la COP 21 et bien d'autres documents. Et les réalités, la conjoncture, les difficultés économiques actuelles. Absolument. Mais le projet de société d'un candidat, normalement, ne pouvait pas être élaboré sans qu'on ne tienne compte de ces différents documents que je viens de citer. Lorsque vous voulez élaborer un projet de société, c'est que vous tenez compte de l'environnement, soit national, soit régional et international. Vous voyez. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'on a fait en 6 ou 7 mois
Et on a, disons, gardé le suspense. 7 mois après, je continue de le dire, c'est un goût d'inachevé. Voilà. Alors, attardons-nous un peu sur le contenu, quelques aspects de ce document. Lorsque nous prenons par exemple la question de l'énergie inscrite au titre 4, le titre 4 qui est intitulé Promotion d'infrastructures de soutien à la croissance économique. Le programme prévoit entre autres d'accroître les capacités de production et de distribution d'énergie. Il prévoit également de mettre en place une politique de diversification des sources et types d'énergie, mais on ne nous dit pas comment. On ne sait pas s'il y aura la construction de centrales thermiques, on ne sait pas s'il y aura construction de centrales solaires, combien de quantité d'énergie le Bénin pourra être capable de produire d'ici la fin du quinquennat, quel sera le coût. On reste un peu sur notre fait, comme vous le dites, Jacques Boko. Absolument, absolument. Lorsque le ministre de l'Énergie était monté au créneau, nous assistions dans le temps à un délestage sauvage. On nous a dit, même des communiqués du Conseil des ministres l'ont précisé, que fin octobre, on ne va plus vivre ces délestages. Ça, c'est beaucoup plus précis. Et depuis ce moment, qu'est-ce que le contribuable béninois fait? Chaque jour qui passe, on commence à surveiller, à marquer le gouvernement à la culotte. Hier, quelqu'un m'a appelé. On me disait, est-ce que le délestage n'a pas repris alors que le gouvernement avait dit fin octobre? Vous voyez, si le gouvernement n'avait pas donné l'échéance, est-ce que ce citoyen pouvait m'appeler? Vous voyez, donc, c'est déjà avec précision qu'il faut fonctionner. À l'horizon 2017, nous envisageons de construire une centrale de X mégawatts avec un tel montant. Est-ce que ce n'est pas précis ça? Mais lorsque on jette les idées telles que vous l'avez cité tantôt, moi je me demande si ce sont en tout cas des gens compétents, comme c'est le mot qui est d'actualité, ce sont des gens compétents qui ont élaboré, parce que ce document, moi je vous assure, je l'ai dit quelque part hier, si vous descendez sur le campus, vous trouvez un bon étudiant en année de licence, on doit pouvoir vous sortir ce programme d'action. Parce que ça s'apprend à l'université. Déjà en 3e année de sociologie, vous pouvez avoir ce document. Parce que, je continue de le dire, manque de certaines précisions. Et je vais rapidement sur, je prends un pilier. On dit améliorer les conditions de vie des populations, puisque c'est ça même ce que la population attend, le social. Bon, on dit qu'on va mettre en place le Conseil national de l'éducation. Ça a été déjà dit dans le projet de société du candidat. Mais comment le gouvernement entend le faire? Il manque de précision à ce niveau. Quelque part, on dit qu'on va créer la cité de l'innovation et du savoir. Ça a été déjà dit dans le projet de société. C'est à croire qu'on a juste fait du copier-coller. On a fait une transplantation du projet de société qu'on a transformé en programme d'action. Parce qu'on ne voit pas les actions concrètes avec l'échéancier et puis le coût qui va accompagner chacun de ces projets. On pourra continuer avec d'autres piliers, peut-être le temps de laisser mon confrère Marcel réagir. Marcel, on a comme l'impression qu'on est encore au stade des promesses avec ce programme d'action. Oui, c'est vraiment dommage, puisque il y a dans le gouvernement des têtes, des gens qui s'y connaissent et qui ont fait des institutions qui devaient leur permettre de faire un travail beaucoup plus raffiné, avec des chiffres, avec des précisions, avec un échéancier, avec ce qu'on appelle la modalité de mise en œuvre. Mais on n'a rien eu dans ce gouvernement, dans ce programme d'action par rapport à ça. Comme je l'ai dit, c'est les grandes idées qu'on a juste alignées. Et puis, moi j'ai noté que dans les actions à mener, même quand je prends l'exemple que Jacques vient de dire, amélioration des conditions de vie,
on parle de comme action ou bien solution, de créer un truc. Non, on veut des actions qui ont rapport avec l'amélioration des conditions de vie. Construire des écoles, tout à fait. Est-ce que moi j'ai écouté, je me rappelle très bien avoir écouté le chef d'État le jour où il lançait ce programme à Novotel, où il a parlé du social en donnant un exemple de la couverture sociale aux gens qui ne sont pas salariés, aux gens qui sont peut-être l'ouvrier au bord de la voie, qui ne sont pas dans le privé et qui n'ont pas un emploi salarié. Comment arriver à leur offrir une couverture sociale? Et moi j'ai trouvé ça comme une idée géniale. Mais quand j'ai lu le truc, je n'ai pas encore vu, peut-être que j'ai lu un peu de façon rapide, je n'ai pas encore vu ces idées-là par exemple. Et donc, moi, ça me pose un problème, même quand on dit que ce n'est qu'une transplantation de son projet de société, il y a beaucoup d'idées qui avaient été agitées, des idées géniales qui ont disparu dans ce document. Et donc, ça pose un problème. Alors, prenons encore un autre aspect de ce document, Marcel Zoumeno, dans son programme d'action, sous le titre 2. Intitulé Amélioration de la gouvernance, le gouvernement fait un exposé sur la problématique de la lutte contre la corruption et son impact sur le développement du pays. Mais là, également, curieusement, le gouvernement est resté muet quant aux mécanismes à mettre en place pour quand même lutter véritablement contre cette corruption qui gangrène et qui empêche le Bénin de décoller véritablement. Moi, j'ai été surpris. Cet aspect a attiré mon attention parce que vous savez que pendant tout le temps, pendant la période électorale, le chef d'État a parlé de rupture, qu'il y avait impunité et qu'il fallait corriger cela. Et donc, j'ai fait beaucoup plus attention à cet aspect du programme et j'ai vu que rien n'a été proposé. J'ai été surpris. Et non seulement, et ça je voulais le dire au passage, j'ai noté comme si le programme a été conçu de manière à nous faire croire ou bien à nous montrer que pendant les 10 ans de Yahi Boni, rien ne s'est passé. Vous savez qu'un projet de société et un programme d'action du gouvernement peut s'inspirer des bonnes actions menées par le gouvernement précédent. Mais il y avait eu quelques efforts. On a parlé c'est au temps de Yahi qu'il y a eu la création de l'ANLC. Et puis, il y a eu la loi qui a été votée. Et dans cette loi, surtout dans cette loi, il y a beaucoup de dispositions qui jusque-là ne sont pas mises en application. Quel effort le gouvernement actuel veut apporter pour que cette loi puisse être mise cette disposition puisse être mise en application? Et quelles sont les autres idées, les autres mécanismes que le gouvernement puisse trouver pour arrêter la corruption? Mais il n'y a rien du tout sur cela dans le programme. On a dit par exemple qu'on a fait des audits. Des audits ont été commandités juste pour voir l'état de santé, la gouvernance économique dans les entreprises et dans certains ministères. Mais je ne sais pas, il n'y a pas eu dans le programme une phrase qui est dit, bon, les audits nous ont permis de constater cela et par rapport à ça, nous proposons ceci. C'est comme si on a juste fait les audits, juste pour voir un peu ceux qui sont peut-être impliqués et juste pour utiliser ça comme objet de pression politique et pour les rallier. Et donc moi, sur le plan de la lutte contre la corruption, je suis un peu déçu par ce que j'ai lu, et puisque je n'ai rien vu de façon concrète pour lutter contre la corruption. C'est un peu comme si nous devons continuer à rester dans la situation dans laquelle on était avant que Patrice Talon est venu au pouvoir. Jacques Bokor. Oui, je vais rester toujours sur le plan amélioration des conditions de vie des populations. Le gouvernement dit exactement ceci dans le document: une nouvelle politique de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base. Bon, disons, service à tous, l'État prendra en charge la protection sociale des plus démunis et mettra en place une politique de microcrédit au profit des populations en réponse aux besoins réels de financement des activités. Qu'est-ce que vous y comprenez? Est-ce que, avant que le gouvernement de la rupture ne s'installe, il n'y avait pas de politique de microcrédit? Est-ce qu'il n'y avait pas de politique de protection sociale? Il y avait par exemple le RAMU,
Vous avez reçu ici hier le deuxième secrétaire général adjoint de la CSA Bénin, M. Anselme Amoussou, qui a dit que les centrales et confédérations syndicales ont été écoutées par les députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsqu'ils ont fait les secrétaires généraux, bien sûr, une lecture croisée du projet de budget déposé sur la table des députés, on a constaté que des lignes ont même disparu, ont été supprimées. Le RAMU, devant le RAMU, on a mis 0 francs. On a dit qu'au niveau de l'enseignement secondaire, désormais, les filles vont payer quelque chose comme scolarité. Mais qu'est-ce qu'on prévoit en retour? Rien de tout ça. Lorsqu'on supprime le RAMU, est-ce que on veut l'améliorer? Et si on veut l'améliorer, qu'est-ce qu'on propose à nouveau? Est-ce que, bon, chaque famille va bénéficier désormais peut-être, disons, de 10 000 francs CFA le mois? Ça, c'est une proposition, par exemple. Ou bien 100 000 francs l'année, comme couverture sociale, comme le disait Marcel Zoumenou. Mais il vient de sortir un aspect très important. On fait comme si tout ce qui a été fait auparavant était mauvais, ou bien si on veut reconstruire ou rebâtir un Bénin nouveau. Non, il y a un pilier qui a été, disons, érigé. Une fondation. Même si il y a des choses, tout le monde le reconnaît, tout n'a pas été parfait. Il faut réformer certaines choses. Mais on ne sent pas que le gouvernement veut agir de façon concrète. Les microcrédits qu'on a fait ressortir ici, est-ce que c'est sur l'ancienne base qu'on veut agir ou bien on veut améliorer? Et comment? Les femmes, depuis le 6 avril 2016, il y en a qui se plaignent parce que même si c'était 30 000 ou 50 000, on n'en reçoit plus. Qu'est-ce que le gouvernement dit à propos? Vous voyez, c'est trop global. C'est trop global. Le gouvernement pouvait aller dans les détails pour situer davantage. Surtout qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. Les gens se plaignent et ne savent pas. On a dit boussole, mais moi, je n'arrive pas à m'orienter depuis. Parce que la boussole vous permet de vous orienter. Tout le monde peut jeter ses idées. Hein. Et je ne vois pas ce gouvernement qui va venir ou qui va s'installer et qui va dire qu'il ne veut pas améliorer les conditions de vie des populations. Vous voyez déjà qu'on est dans le général. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de façon concrète? On dit une politique de soutien aux artisans. Une politique de soutien aux artisans. Un gouvernement responsable doit pouvoir soutenir les artisans. On dit le tourisme. Qu'est-ce qu'on veut faire? La route des pêches, qu'est-ce que ça devient? Non, nous voulons continuer avec. D'ici à février 2017, nous allons booster le projet ou bien dédommager ou continuer avec le dédommagement de ceux qui ont pris d'assaut le site. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une idée claire et franchement, moi, je ne sais pas si on ne va pas se répéter sur ce plateau. On dit assurer l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique. C'est encore vague. Tout gouvernement responsable doit pouvoir assurer l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, surtout que ce sont des droits constitutionnels. Bien sûr. Vous voyez, est-ce qu'on peut élaborer un programme d'action sans tenir compte de ces tests qui existent, de ces documents qui existent? Avec ce programme, c'est pas si... il n'y a pas de précision. Quel genre de couverture d'électricité on aura sur le territoire national absolument. À la fin de ce quinquennat? On ne sait pas si tous les Béninois auront accès à l'eau potable et tout. Et voilà un peu. Alors, venons-en un peu au cours de ce programme d'action. Le programme d'action annonce 77 réformes, 299 projets, le tout d'un coût de 9 039 milliards de francs CFA. Tout ceci a réalisé en l'espace de 4 ans et 5 mois. C'est ce qui reste. Est-ce qu'il s'agit là, selon vous, Marcel Zoumenou, d'un programme quand même réaliste? Parce que le président dit qu'il veut faire un quinquennat.
il en a déjà fait 7 mois, je crois. Il reste 4 ans. 5 mois, 299 projets, 77 réformes, avec un coût de 9 039 milliards de francs CFA. Oui, je suis un peu perturbé par la quantité, la masse de réformes. Ce sont 17 réformes. Pour ce que c'est des réformes, je ne suis pas sûr qu'en 4 ans, 5 mois, un gouvernement, quelle que soit toute sa volonté, peut faire autant de réformes. J'attends de voir. Peut-être c'est des gens presque super humains, presque des demi-dieux qui sont au pouvoir. Même si depuis 7 mois, je n'ai pas vu ça. Donc, j'attends de voir comment ils pourront faire 17 réformes. Déjà que la première réforme que le chef de l'État a annoncée comme réforme majeure, la réforme constitutionnelle, qu'il lui-même a dit qu'il fera tout pour la réaliser en cette année, je ne suis pas sûr qu'il peut atteindre cet objectif. Et donc j'attends de voir si on peut faire dans ce pays 77 réformes en 4 ans, 5 mois. Une façon de dire que c'est pas réaliste comme... Oui, tout à fait. Je ne crois pas qu'on puisse faire. Puisque quand on dit réforme, il y a un temps pour faire une réforme. Une réforme, c'est pas on se lève un jour, on fait une réforme en une journée. Il faut un temps, c'est un processus de réforme. Et là aussi, je voudrais dire, il faut faire de bonnes réformes. Il faut faire des réformes qui puissent apporter un plus à l'économie, qui puissent apporter un bien-être aux populations. Si ce n'est pas ça l'objectif des réformes, moi je n'en vois pas la pertinence. Et je prends un exemple, il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'on attend ces derniers jours par rapport au budget qui est déposé. On parle je donne un exemple précis d'augmentation, de création d'une taxe de routier pour ceux qui ont des véhicules à 4 roues qui devait varier entre 20 000 et 60 000. Non. On peut dire que c'est une idée pour faire cela. Mais le problème des Béninois aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des Béninois, c'est le minimum qui manque. C'est les éléments basiques, les besoins basiques. Quand vous voyez aujourd'hui la situation, la morosité, quand vous voyez que avec la situation au Nigeria, la conjoncture internationale, beaucoup de gens ont perdu leur boulot dans les derniers mois. Et puis, brutalement, vous faites une réforme ou bien vous faites un projet qui va augmenter les charges des Béninois. Ça pose un problème pour moi. C'est vrai qu'on me dira que ceux qui roulent des carrosses, ceux qui ont des véhicules, ce ne sont pas les plus pauvres. Et donc, il faut les choses. Mais le débat aujourd'hui, c'est les fonds seront gérés comment, à quoi ça va servir. Déjà qu'il y a les péages, vous savez qu'il y a les péages aujourd'hui et les gens paient. Et on nous a dit tout le temps que les fonds collectés serviront à faire arranger les routes. Si on crée encore une taxe du genre, je me pose la question de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. De façon globale, je note que dans la politique qui est menée par le gouvernement actuel, il y a une sorte de tendance à aller vers l'ultralibéralisme, c'est-à-dire qu'on ne note pas du tout une volonté politique à faire du social. C'est comme le pouvoir de l'extrême droite en Europe, comme on le dit, où on ne pense qu'au profit, rien pour améliorer les conditions de vie. Alors qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays pauvre. Et un gouvernement qui ne va pas faire un peu du social, je crois qu'il aura des difficultés avec les populations. Jacques Bocron. Oui. Bon, on ne peut pas refuser à un gouvernement de rêver et de rêver gros. D'ailleurs, c'est l'idéal. Maintenant, ce sont les voies et moyens pour y arriver qui doivent être le fondamental pour la mobilisation des ressources pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement, si j'ai bien lu, entend s'appuyer sur le secteur privé, sur le partenariat public-privé à 71%, et puis sur les PTF. Il y a également la mobilisation des ressources. On veut faire sur le marché régional, comme ce qu'on a fait, les emprunts obligataires. On a déjà fait 2, il me semble. On n'a pas encore épongé. Or, le secteur privé, c'est ou les investissements en général, c'est lorsque il y a un climat social apaisé, même toute réforme. Lorsque le climat social n'est pas apaisé, vous ne pouvez rien faire, que ce soit sur le plan
économique, social, politique, vous ne pouvez rien. Et c'est ce que nous vivons actuellement. L'actualité s'y prête. Vous voyez, parce que quand tout est agité, ça risque de plomber. Et lorsque vous comptez sur le secteur privé avec la morosité économique dont il vient de parler Marcel, il y a la situation au Nigeria. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour promouvoir les initiatives privées? On ne nous a pas dit ça. Bien, il a parlé des taxes, 20 000 à 60 000, et ça crée déjà des remous. Quand l'État dit, ou le gouvernement dit, l'État va contribuer à l'effort d'investissement à la faveur de l'accroissement des recettes intérieures afin d'impulser une véritable relance économique. L'État contribuera à l'effort d'investissement à la faveur de l'accroissement des recettes. Donc, l'État même est conscient que nous ne vivons que sur le fisc, sur la fiscalité. Or, pour qu'il y ait fiscalité, c'est qu'il doit avoir disons, le secteur privé qui soit, disons, qui fructifie. Mais dans ce cas, on ne nous dit pas comment on fait pour améliorer les conditions, le climat des affaires. Le secteur privé, les entreprises, les chefs d'entreprise crient face à ce qui se passe au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on met en place? Quel mécanisme on met en place pour d'abord les apaiser? Moi, depuis que le chef de l'État est là, moi, c'est vrai, on a dit qu'on ne veut pas faire une gouvernance spectacle, comme ce fut le cas il y a quelques mois, mais c'est qu'on ne sent pas que les gens sont à l'écoute. Moi, je serais le chef de l'État que j'allais peut-être recevoir ses partenaires de l'État. Et puis, ensemble, peut-être on va définir, peut-être qu'on le fait, je ne sais pas, la nuit, et nous on ne le sait pas, puisque c'est la normale communication. Mais il serait quand même bien qu'on regroupe ces acteurs, qu'on leur parle. Vous avez vu, le chef de l'État est allé par 2 fois déjà au Nigeria. Mais moi, je n'ai jamais vu le président du patronat avec lui, par exemple, dans son avion. Je n'ai pas vu officiellement le président de la CCIB, à moins que les images me trahissent. Je n'ai pas senti ça. Comment on veut développer le secteur privé? Comment on veut compter sur l'investissement, disons, au niveau du privé, en mettant en œuvre le programme d'action du gouvernement pour atteindre les objectifs dans ces conditions? Vous voyez que ça pose déjà un problème. Et puis, les centrales syndicales qui grognent tout le temps, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Donc, il va falloir que le gouvernement, moi, je ne sais pas par quelle alchimie, qu'on réunisse les conditions d'abord. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire toutes les revendications, mais il faut aller aux priorités. Et les priorités, c'est bien sûr le social. Parce que le projet de budget, c'est encore à l'étape projet. S'il y a des choses qu'on peut rapidement améliorer, de toutes les façons, les membres du gouvernement vont défiler et chacun ira défendre de façon sectorielle ce qui le concerne. S'il y a des choses qu'on peut compléter pour apaiser un peu le climat, moi, je suis pour qu'on atteigne ces objectifs. Les idées émises là, je serais heureux au soir de 2021 qu'on nous dise que voilà, le Bénin est cité parmi les pays émergents, par exemple. Oui, il faut rêver. Mais avec une projection, une estimation, parce qu'on dit qu'à l'horizon 2021, on envisage d'atteindre 6,5%. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croissance? Et dans quelles conditions encore? Parce que Dieu même sait si on arrivera à atteindre les 6,5% projetés avec ce qui se passe actuellement. Contexte économique, contexte social, contexte politique. Parce que ce n'est que... Il a parlé des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le chef de l'État a bel et bien dit qu'il va s'y mettre pour que, au plus tard, fin décembre ou bien en décembre, que le projet soit déjà à l'Assemblée nationale. Nous sommes déjà
en novembre. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Session budgétaire. On n'a même pas encore une lépi, disons, toilettée. Comment on ira au référendum? Vous voyez, ces projets-là, c'est 6 mois ou plus après l'installation du régime. Un gros point d'interrogation, Jacques Bokor. Alors, Marcel Zoumeno, vous avez aussi l'impression que le contexte économique actuel dans la sous-région, notamment la chute du nerf au Nigeria, que le gouvernement n'a pas tenu compte de ce contexte dans ce programme de société. Non, le gouvernement n'a rien fait. Pour aller ça, il faut qu'on dise les choses de façon. Parce qu'on s'attendait à voir. Le gouvernement n'a rien fait. Dans ce cas, j'ai entendu le président Soglu une fois faire une déclaration pour attirer l'attention du gouvernement que quand vous avez à côté de vous la première économie de l'Afrique et qui dévalue sa monnaie, c'est une menace pour vous. Et que le gouvernement devait avoir des actions de riposte par rapport à ça. Mais on n'a rien vu. Et je voudrais rappeler à mon ami Jacques que les 2 fois que le président Talon est allé au Nigeria, ce n'est pas pour parler économie. La première fois, c'est les visites de courtoisie quand vous êtes fraîchement président. Et la deuxième fois, c'est quand un géographe a fait un livre sur le président nigérien et il voulait avoir ses amis à ses côtés pour qu'on lui... Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont pu avoir le temps. C'est pas le compte rendu que le chef de l'État a fait. Ils ont parlé économie. Bon. Maintenant, s'ils parlent économie, nous voulons avoir les faits dans notre chose. Ce que nous voyons, c'est une progression, c'est une agressivité, une offensive de l'économie nigérienne et des opérateurs économiques nigériens sur nous. Nous voyons beaucoup plus du ciment nigérien sur le territoire, des bières nigériennes sur le territoire, mais on ne voit rien du béninois de l'autre côté. Et donc, en réalité, c'est eux qui profitent de la dévaluation. Si ça s'ajoute avec les problèmes que la dévaluation crée sur le secteur portuaire, la filière des véhicules d'occasion et toutes les autres transactions commerciales entre les 2 pays, mais je me dis qu'on est là seulement à subir le Nigeria. Et donc, dans ce contexte, dans le contexte où les partenaires économiques eux-mêmes ne sont pas rassurés, dans un contexte où vous n'avez pas une fiscalité attractive, dans un contexte où il y a l'insécurité, avec des braquages tout le temps, je ne sais pas quel investisseur pourra venir ici et investir de l'argent dans un contexte où tout est encore aussi fou. Et donc, je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau, à rassurer les investisseurs, puisqu'on a dit que 70% du budget viendra des partenaires économiques privés. Et donc, il y a un travail à faire. Jusque-là, je n'ai pas encore vu, comme l'a dit Jacques, le chef de rencontrer une chose là. Comment pourra-t-il les amener à investir dans le budget de l'État? Tout cela, pour moi, me paraît très perplexe. Et surtout, les réformes au niveau du port autonome de Cotonou, le poumon de l'économie. Vous voyez, on dit les véhicules d'occasion, aujourd'hui ça ne marche pas, alors que c'est sur ces véhicules qu'on prélève des taxes et autres, et ça renfloue les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on fait dans ce secteur? Surtout que le Nigeria n'en veut plus. Le Nigeria a mis en place une politique désormais, et les véhicules d'occasion, c'est pourquoi il y a une baisse drastique sur le parc là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Il faut que le gouvernement s'y penche, parce que sans ça, franchement, on ne pourra rien faire. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jacques Bokor, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Marcel Zoumeno, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.